Dernière édition sur Bénin TV, ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Sur le terrain, le ministre de l'Agriculture est allé à la rencontre des acteurs de la production semencière. Au terme de cette tournée nationale, le constat appelle à des actions rapides pour renforcer la disponibilité et la qualité des semences. Ils sont en vacances, mais dans les coulisses de l'école, la préparation de la prochaine année académique a déjà commencé. Les acteurs du Conseil national de l'éducation se retrouvent en séminaire pour anticiper les défis à venir. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Cette phrase historique résonne encore ce 20 juillet, journée consacrée à la Lune, une célébration qui rappelle l'exploit réalisé en 1969 par les premiers hommes à fouler son sol. De nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous entamons cette édition par la question des semences agricoles. Le ministre de l'Agriculture a effectué une tournée nationale sur les sites de production afin d'évaluer les réalités du terrain. Une mission qui a révélé les défis majeurs et qui appelle désormais des actions rapides afin de renforcer la filière. Les précisions avec Alain Sotouma et Ramatou Lawani. Faire l'état des lieux du système semencier du Bénin. C'est le principal objectif de cette tournée du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. De Porto Novo à Dangbo, en passant par Ouenri, Kové jusqu'à Alafiarou, le constat est pratiquement le même. Il y a urgence. On a constaté au niveau de ces centres des dysfonctionnements. On a vu des centres qui, une fois l'essai réalisé, n'ont plus continué à produire. On a vu des centres vaille que vaille qui essayent, mais on n'a pas eu exactement ce qu'on aurait souhaité. Le ministre et sa délégation se sont rendus compte qu'il faut changer de fusil d'épaule afin de doter le pays d'un système semencier qui garantit une production agricole optimale. Avec tout ce qu'on a vu maintenant, il faut des actions à court, à moyen et long terme. À court terme, il faut trouver des mécanismes d'abord pour rendre opérationnels les unités qui sont là. Il faut faire venir des privés, des sachants, qui savent comment il faut vraiment traiter les semences et leur donner toute leur vigueur et leur permettre d'en assurer aussi bien en quantité et en qualité ces semences aux différents producteurs pour leur permettre d'aller à l'agriculture sans grande crainte. À long terme, il faut que nous puissions aller vers la construction de grandes unités de traitement de semences pour que le Bénin soit le hub semencier au niveau de la sous-région, pourquoi pas pour toute l'Afrique. Au cours de cette mission, le ministre a rencontré et échangé avec des investisseurs du groupe Go Africa venus inspecter le site de la société sucrière de Savet pour la production et la transformation intensive du riz. Ces investisseurs projettent aussi l'utilisation des résidus et balles de riz pour la fabrication d'aliments à bétail, pour l'embouche et l'élevage bovin et enfin pour la production intensive du maïs et du soja en aviculture. Du côté de la Sierra Leone, l'unité d'action est priorisée par la CEDEAO. Un message poignant qu'il faut retenir au terme des discussions au détour de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ils accordent une importance particulière au rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel, la lutte contre le terrorisme, la promotion de la démocratie dans l'espace communautaire. Et à ce sommet, le Bénin était également présent. Le chef de l'État, Romuald Wadaï, a assisté à cette conférence des chefs d'État, Marcela Rossi, Victorine Bondé et Jean Nombima. Une organisation à la croisée des chemins. Longtemps considérée comme l'un des modèles d'intégration sur le continent africain, la CEDEAO cherche aujourd'hui à renouer avec son ambition fondatrice. À Longé, en Sierra Leone, les chefs d'État des pays membres se retrouvent pour le 69e sommet ordinaire de l'organisation. Au terme des travaux, le Sénégal prend les commandes de l'institution. Le président Bassirou Diomaye Faye est désigné président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je garde à l'esprit le lourd héritage de 50 ans d'efforts de solidarité et de construction patiente
porté par la vision et l'engagement de nos illustres anciens, qui ont cru envers et contre tout en l'idéal de l'intégration. Je m'engage avec vous à faire vivre cet héritage. Une mission délicate, car la CEDEAO traverse l'une des périodes les plus complexes de son histoire. Crise politique, menaces terroristes et départ récent de 3 pays. Le rapprochement avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger reste au cœur des préoccupations. L'intégration économique reste également une priorité. Entre autres, le sommet entérine la signature de l'accord relatif au projet du gazoduc géant de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État adoptent aussi une déclaration d'engagement en faveur du pacte pour l'avenir et l'intégration régionale. Un autre changement retient l'attention. Le Gambien Alieu Touré quitte la présidence de la commission. Il cède sa place au Sénégalais général Biram Diop, ancien chef d'état-major des armées, ancien ministre des forces armées du Sénégal, ancien conseiller à l'ONU. C'est la première fois qu'un militaire accède à la tête de la commission de la CEDEAO, un choix qui illustre le poids croissant des enjeux sécuritaires dans l'agenda de l'organisation. Ce sommet marque aussi une première pour plusieurs dirigeants. Le Guinéen Mamadou Doumbouya participe pour la première fois aux travaux, tout comme le président du Bénin, Romuald Ouadani, en tant que chef d'État. La CEDEAO tente de retrouver un second souffle et le défi du nouveau leadership sera désormais de transformer ses engagements en résultats concrets pour les États et les populations de la sous-région. Et d'une coopération à une autre, celle-ci se déroule entre les administrations douanières du Bénin et du Nigeria. Les 2 pays expérimentent une nouvelle approche dans le domaine douanier à travers une opération destinée à rapprocher les pratiques, améliorer donc la coordination et optimiser les moyens. Les précisions avec Ghislain Poguet. Opération Géocontrôle, une première en Afrique. Une opération pilote de renseignement géospatial du 6 au 8 juillet 2026. C'est l'Organisation mondiale des douanes avec l'appui du projet conjoint OMDJK qui a mis en œuvre l'opération. Objectif de la manœuvre, mettre l'information géospatiale au service de la lutte contre la fraude transfrontalière. Zone de l'opération, un espace défini entre le Bénin et le Nigeria. L'opération Géocontrôle est implémentée dans une zone d'intérêt qui a été préalablement définie entre les 2 administrations, entre les 2 pays, et sur la base d'une analyse réalisée par les experts formés. Et donc cette zone a été identifiée 20 km de part et d'autre de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, sur une longueur de 120 km, de Kraké jusqu'à Pobé. Les enjeux, c'est pouvoir anticiper, parce qu'il faut partir des données concrètes en termes de saisie, en termes de position des administrations, des unités de contrôle, etc. Faire une analyse en amont et pour pouvoir déployer de façon efficiente les équipes sur le terrain et rentabiliser également les ressources dont on dispose. Ça rend le contrôle plus efficace. On évolue avec un agent de la douane à bord du gyrocoptère qui connaît bien le site et puis qui assure la communication avec le sol. Ça nous permet de les orienter sur des choses que nous voyons. Je crois que les résultats sont satisfaisants et qu'il faille qu'on réinitie ce genre d'opération assez régulièrement. L'opération Géocontrôle a conjugué avec efficacité technologie et coopération entre les forces engagées, celles de la préfecture maritime, de l'armée de l'air et de l'administration douanière. Une approche nouvelle qui renforce l'efficacité des contrôles douaniers. C'est une première fois où je vois cette cohésion interforce avec des moyens aussi modernes dans le cadre de la lutte contre la fraude. Dans un environnement commercial de plus en plus complexe, imprévisible, fondé sur les données et le renseignement, les administrations douanières se doivent de déployer des techniques modernes de contrôle pour lutter efficacement contre la fraude douanière. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, en dehors des équipements modernes, notamment les drones et les gyrocoptères, une cohésion interforce qui nous permet aujourd'hui d'aller plus loin. J'ai besoin de leur engagement, de leur contribution, de leur détermination pour que les objectifs qui nous sont assignés soient véritablement atteints. Et si nous maintenons cette dynamique
en travaillant encore et encore sans désemparer avec la culture de l'intégrité comme valeur cardinale, je crois que le meilleur est à notre portée et plus rien ne sera comme avant. Opération conduite avec succès. La preuve, de nombreuses saisies de marchandises frauduleuses. La douane béninoise affirme ainsi sa détermination. Détermination à bâtir une administration plus moderne et plus efficace. Moyens pour y arriver, drones et autres gyrocoptères, renseignements géospatial, analyse des risques et la collaboration interforce. Objectif final, une lutte plus efficace contre la fraude frontalière, donc une meilleure protection des intérêts économiques du Bénin. Ils sont en vacances et pendant ce temps, les acteurs du Conseil national de l'éducation, eux, se retrouvent en séminaire pour anticiper les défis à venir. Ce rendez-vous annuel vise à poser les bases d'une meilleure organisation des enseignements avec un accent particulier sur la qualité des apprentissages et des évaluations. Le Naïka Bazaou, Gildas Vito. Des résultats scolaires et universitaires encourageants enregistrés au lendemain des examens nationaux et des différentes évaluations de fin d'année. C'est le reflet constant depuis 2016 de l'efficacité des réformes engagées dans le système éducatif béninois. Pour maintenir le cap et améliorer davantage le rendement des apprenants, les acteurs majeurs de cet écosystème se réunissent ici sous la houlette du Conseil national de l'éducation, le CNE. Dans une démarche anticipative, désormais érigée en coutume, ils préparent la réussite de la prochaine rentrée. Aujourd'hui, à sa 6e édition, ce séminaire constitue un pilier essentiel de notre dispositif éducatif. Il contribue en effet à consolider les acquis et à poursuivre avec méthode, organisation et rigueur les réformes déjà engagées. Qualité de l'enseignement, apprentissage, évaluation. Quel levier pour améliorer la performance des établissements d'enseignement et de formation? La thématique interrogatoire est en parfaite adéquation avec l'objectif de la rencontre et épouse le vœu des participants. Les performances enregistrées dans le système éducatif national sont en constante progression. Cependant, certains indicateurs de qualité, notamment ceux relatifs à l'enseignement, apprentissage et évaluation, demeurent insatisfaisants, malgré les nombreux investissements consentis par le gouvernement et d'autres nombreux acteurs au cours de ces 10 dernières années. Ainsi, la dimension qualité demeure une préoccupation majeure à laquelle il faut encore consentir des efforts, de nombreux efforts. Ce thème répond à une priorité d'ordre stratégique pour le système éducatif national. Nous procéderons à une appropriation des résultats de l'évaluation des 5 dernières éditions du séminaire. Vont notamment être débattus au cours de ces assises la qualité des curricula et le contenu des formations, la formation des enseignants, ainsi que le renforcement des infrastructures éducatives. Entre la salle de classe et l'entreprise, une passerelle veut gagner en puissance, celle de la formation en alternance dans un environnement marqué par des défis de l'emploi des jeunes. Ce modèle est présenté comme moyen de rapprocher les compétences des besoins du marché. Une campagne nationale de plaidoyer entend accélérer cette dynamique. Mathieu Sédéméji, Macléod, Adanroussodé. Avec le décalage entre la formation professionnelle et les besoins en entreprise, l'accès des jeunes à l'emploi continue d'être un défi. Une équation à laquelle vient répondre cette campagne nationale de plaidoyer en faveur de la formation en alternance. Selon les données de l'Agence nationale de l'emploi datées de 2025, 80% de l'offre des demandeurs d'emploi ne correspond pas aux besoins du marché du travail et 80% des travailleurs recrutés ne satisfont pas les exigences des employeurs de par la qualité de leur profil. Dans un tel contexte, la formation en alternance, qui allie la formation théorique et expérience pratique en entreprise, apparaît comme un vrai levier susceptible d'améliorer l'employabilité des jeunes et permet aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle concrète tout en poursuivant leur formation.
Nous sommes convaincus que le développement économique durable passe par l'investissement dans le capital humain. Cette approche repose sur un principe simple: apprendre un métier en le pratiquant. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un modèle de formation, c'est avant tout un partenariat entre les centres de formation, les entreprises et l'État. L'objectif est de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences directement utiles au marché de l'emploi. L'alternance n'est plus une expérimentation. Elle constitue désormais un choix stratégique de l'État adossé à la loi 2022-01 du 25 janvier 2022 portant loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. La formation en alternance constitue le trait d'union entre ces deux exigences. Il s'agit donc, à travers ce dispositif, de favoriser une meilleure insertion professionnelle en rapprochant davantage les centres de formation et les entreprises. Et on embarque pour Porto Novo du côté de l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau dresse le bilan de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2026. Au cours d'une conférence de presse, les députés ont passé en revue les travaux menés, les réformes examinées ainsi que les perspectives pour les mois à venir. Les précisions avec Viti Saoré. Un climat de sérénité institutionnelle et de travail soutenu, voilà quelques termes utilisés par le groupe parlementaire UP Le Renouveau pour qualifier la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, session terminée le 14 juillet 2026. À cette conférence de presse, les députés UP Le Renouveau font le point des lois votées durant cette session. La loi relative à l'environnement marque une étape importante dans le renforcement de notre dispositif juridique de protection des ressources naturelles et de lutte contre les effets des changements climatiques. Le nouveau Code des forêts et de la faune offre désormais au Bénin un cadre législatif moderne garantissant une gestion durable de notre patrimoine forestier et de notre biodiversité. La réforme de la loi portant institution du médiateur de la République contribue au renforcement de la protection des droits des citoyens dans leur rapport avec l'administration publique. La loi de finances rectificative pour la gestion 2026 permet quant à elle d'ajuster les prévisions budgétaires aux nouvelles réalités économiques tout en préservant les grands équilibres macroéconomiques qui font aujourd'hui la crédibilité du Bénin auprès de ses partenaires. Les questions des professionnels des médias au groupe parlementaire UP Le Renouveau portent entre autres sur ses relations avec le groupe parlementaire Bloc républicain et sur les raisons qui expliquent la modification de certaines lois quelque temps après leur adoption. Le Bénin est à la quête de la perfection de ces lois. C'est pour ça qu'on est dans un processus où, dès qu'une loi est votée et que cette loi est en train d'être mise à l'œuvre, quand on constate qu'il y a quelque chose à corriger, nous faisons des propositions pour aller vers ces corrections. Donc, ce n'est pas une question d'instabilité, c'est une question de perfectionnement et d'adaptation de nos lois par rapport aux réalités. D'ici quelques jours, nous serons dans nos localités où nous allons mener des activités de reddition de comptes également, parce que notre rôle est de descendre à la base et de leur dire du fond en comble ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pour qu'ils aient les informations au fur et à mesure que nous travaillons. La première session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2026 s'est ouverte le 15 avril 2026. Elle a connu 10 séances plénières et 11 lois adoptées. Une bataille, une mémoire, un héritage. Faisons à présent un saut dans l'histoire. À Achupa, dans l'arrondissement d'Avrancourt, s'est déroulé l'un des affrontements majeurs entre le roi Béhanzin et l'armée française au fil des générations. Eh bien, ce pan de l'histoire béninoise continue d'interroger la transmission de la mémoire collective. Immersion avec Mathieu Degbeglo, Godwin Fanou et Félicien Kouagou. Ici, le champ de bataille du fameux dur combat d'Achupa. Nous sommes à moins de 2 km du centre de l'arrondissement d'Achupa. Il y a 136 ans, les armes crépitaient ici même, dans ces buissons marécageux. Au nom de l'indépendance et de la liberté, le roi Béhanzin affrontait les troupes de l'armée coloniale française. Les troupes du Dahomey sont arrivées par la vallée de l'Ouémé
Et donc l'objectif était d'attirer les Rogbonto, les Porte-Noviens et leurs alliés vers Achupa, les frapper et profiter du vide qu'il y aurait à Rogbonu pour marcher directement sur la capitale du royaume de Rogbonu. Aujourd'hui, cette page majeure de l'histoire de notre pays est presque absente dans l'esprit des jeunes. Ils ont battu des hommes. C'est à cause de ça qu'on dit combat d'Achupa. Ça a été entre nos anciens. Bon, moi, je ne maîtrise pas beaucoup de choses. Pourtant, un drame d'une envergure nationale s'est joué ici même à Achupa. De part et d'autre, il y a eu beaucoup de pertes. Béanzin en a perdu suffisamment. Pendant que les uns utilisaient des mitrailleuses, les nôtres avaient des fusils un peu surannés. C'est en profondeur. Si les jeunes connaissent vaguement leur histoire, la faute ne leur est pas forcément imputable. Un combat que les gens qualifiaient de dur et qui s'enseignait au cours primaire, je ne sais pas comment aujourd'hui les gens peuvent passer cette affaire-là sous silence. Il faut que nos programmes d'enseignement insistent davantage sur l'histoire nationale. Le jeune béninois ne connaît pas suffisamment l'histoire de son pays. Le site du dur combat d'Achupa est aujourd'hui difficilement accessible et dans un état de dégradation continue. C'est un site qui devait attirer pas mal de touristes, d'abord nationaux. Les élèves devaient faire régulièrement des sorties pédagogiques ici. Et pour le faire, il faut que l'espace, la voie soit aménagée. Non seulement aménager la voie, mais pourquoi ne pas ériger un monument sur la place? Le dur combat d'Achupa est un événement majeur dans l'histoire de notre pays. Son souvenir devrait être aussi dur dans nos mémoires que l'événement lui-même. La Lune, symbole de découverte et d'innovation scientifique, est célébrée ce 20 juillet, une journée internationale instaurée par les Nations Unies pour commémorer le premier pas de l'être humain et rappeler l'importance des recherches menées dans le domaine spatial. Les précisions avec Enoch Rompati. L'édition 2026 est placée sous le thème « La Lune, une vision, un avenir ». Une invitation à renforcer la coopération internationale, à promouvoir une exploration responsable de notre satellite naturel et à susciter l'intérêt des jeunes pour les sciences et les technologies spatiales. Bien plus qu'un astre qui illumine nos nuits, la Lune joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la Terre, notamment à travers son influence sur les marées. Elle constitue également un véritable laboratoire naturel permettant aux chercheurs de mieux comprendre l'origine du système solaire et de mettre au point les technologies qui prépareront les futures missions spatiales. Aujourd'hui, plusieurs agences spatiales relancent la conquête lunaire. Leur ambition, approfondir les connaissances scientifiques, tester de nouvelles technologies et ouvrir la voie à une présence humaine durable sur la Lune. À travers cette journée, les Nations Unies rappellent que l'exploration lunaire dépasse les frontières. Elle incarne un projet collectif au service de la science, de l'innovation et d'un avenir bénéfique pour toute l'humanité. Et ce communiqué, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire rappelle que les chaussures de sport offertes aux participants du championnat national scolaire 2026 sont des dons personnels destinés aux athlètes. Elles restent leur propriété exclusive et ne peuvent être récupérées ou confisquées par un encadreur, un établissement ou toute autre personne après la compétition. Cette initiative du ministère des Sports et de l'engagement civique vise à accompagner les jeunes sportifs dans la poursuite de leurs activités. L'OEPSU appelle donc au respect de cette disposition. Place à présent à l'actualité internationale.
En interactualité, en Algérie, les relations avec l'Espagne sont au menu des discussions. À Sao Tomé et Principe, les électeurs ont choisi leur président. Nous irons ensuite en France, puis en Espagne. On fait le tour avec Jennifer Sativi. À Sao Tomé et Principe, les électeurs se sont rendus aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, Carlos Villanova, est candidat à la réélection face à plusieurs adversaires, dont Nito Viegas d'Abreu. Ce dernier a également accompli son devoir civique dans un bureau de vote de la capitale. Le vote se déroule dans un contexte marqué par des défis économiques et des attentes en matière d'emploi et de développement. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, est arrivé à Alger pour une visite officielle, la première depuis 4 ans. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue algérien. La rencontre intervient après une période de tension diplomatique entre les deux pays, provoquée par le changement de position de Madrid sur le dossier du Sahara occidental. Elle vise à relancer les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne, notamment sur les plans politiques et économiques. Un incendie ravage actuellement le département du Var dans le sud-est de la France. Les flammes qui se sont déclarées dans le secteur des Arcs ont déjà parcouru près de 200 hectares et détruit 4 maisons ainsi qu'une quinzaine de véhicules. Les pompiers restent mobilisés avec l'appui des Canadair et des hélicoptères bombardiers d'eau pour tenter de maîtriser le sinistre. Le feu n'est pas encore totalement fixé malgré une évolution jugée plus favorable. Les secours poursuivent leurs efforts pour éviter toute reprise dans cette zone fragilisée par la sécheresse. L'équipe nationale espagnole de football est de retour à Madrid après son sacre au Mondial 2026. Les désormais champions du monde ont atterri dans la capitale espagnole avec le trophée, symbole de leur victoire face à l'Argentine en finale. La sélection espagnole doit ensuite rencontrer le roi, le Premier ministre et surtout ses supporters pour une grande célébration populaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour l'attention. Retrouvez à la suite de ce journal en nouvelle diffusion la matinale de ce jour. Bonjour les vacances. Quant à moi, je vous dis à demain et bonne nuit à tous.